L'épisode dont on va parler aujourd'hui, c'est un grand fait d'armes de notre histoire militaire. Il a eu lieu le 30 avril 1863. Ce jour-là, que s'est-il passé? Une soixantaine, 63 légionnaires français vont se retrouver confrontés à l'armée mexicaine, puisque ça se passe pendant l'expédition au Mexique, sous le Second Empire. Ils vont se retrouver confrontés à plus de 2000 soldats mexicains, 60 Français contre 2000 Mexicains. Ça se passe dans le petit village de Cameron, dans une hacienda. Et là, pendant une journée entière, malgré la faim, la soif et la chaleur écrasante, eh bien, ils vont tenir presque jusqu'à la dernière cartouche. Cet exploit ne permettra pas à la France de gagner cette expédition du Mexique déclenchée par Napoléon III, mais ça va quand même adoucir cette guerre absurde enclenchée par Napoléon III, même si dans les guerres de Napoléon III, en général, vous allez voir, hein, vous pouvez toujours plus ou moins rajouter le mot absurde derrière. Pour resituer le contexte, 2 ans plus tôt, la France, l'Angleterre et l'Espagne sont intervenus au Mexique pour obliger le président mexicain Juárez à honorer les dettes de son pays. En 1862, les Espagnols et les Anglais se retirent, mais de son côté, Napoléon III va fomenter le projet de renverser le président mexicain et de placer à sa tête l'un de ses hommes pour fonder un empire latin et catholique à cet endroit. Mais là, de manière inattendue, il va se heurter à la résistance farouche des Mexicains qui vont défendre Juárez. Donc une première armée de 7000 hommes a été envoyée pour assiéger la ville de Puebla, mais elle résiste, alors il faut envoyer encore des renforts, 28 000 hommes qui arrivent un peu en catastrophe. Voilà, c'est ça le contexte, c'est cette expédition du Mexique déclenchée par Napoléon III et le siège de Puebla. Là, nous sommes en plein siège de Puebla, et le 29 avril 1863, un convoi français qui part du port de Veracruz et qui est destiné aux assiégeants français de Puebla est chargé de vivres, de matériel de siège et même d'argent, et il va être question de protéger ce convoi. Comme on se doute qu'il y a de fortes chances que le convoi soit attaqué, eh bien on va envoyer une compagnie de la Légion étrangère pour le protéger, mais pour l'instant, il n'y a pas d'officiers disponibles puisque tous les officiers, comme de très nombreux hommes, sont atteints par le vomito negro, c'est-à-dire la fièvre jaune. Donc pour diriger la 3e compagnie du régiment de la Légion étrangère, eh bien c'est le capitaine Jean d'Anjou, qui est adjudant-major du régiment, qui se porte volontaire. Et il va être ensuite rejoint par le sous-lieutenant Jean Villain et par Clément Maudet, qui est tout simplement porte-drapeau. Au total, c'est donc 63 hommes, si je résume, 63 hommes de la Légion étrangère qui sont chargés de faire en sorte que le convoi arrive bien de Veracruz jusqu'à Puebla. Mais de l'autre côté, il y a les Mexicains. Les Mexicains, ils savent que le convoi va passer par tel endroit, donc il va y avoir affrontement. La compagnie de la Légion étrangère va passer devant un petit village qui s'appelle Camarón de Tejeda, ouais, je suis totalement bilingue, à Cameron, hein, c'est ça qu'on appelle Cameron, et ensuite va continuer sa route jusqu'à Palo Verde, où elle arrive vers 7 h du matin, ce 30 avril. Ils viennent de faire 24 km, donc ils sont fatigués, et ils s'arrêtent pour faire le café, comme on dit. Et là, c'est à ce moment qu'ils aperçoivent les Mexicains, l'armée mexicaine en approche, et le capitaine d'Anjou décide de se replier sur le village de Cameron. Une fois arrivé au village, une balle claque, un légionnaire s'effondre, les Mexicains attaquent, les Français n'ont pas d'autre choix que de se former en carré pour repousser une première charge de cavalerie, puis une deuxième charge, et c'est à ce moment-là que le capitaine d'Anjou décide de pénétrer dans l'hacienda, qui est un corps de ferme, une cour entourée par de hauts murs, afin d'être plus en sécurité. Malheureusement, les 2 mules qui accompagnaient les légionnaires français et qui étaient chargés de vivres et de munitions ont eu peur dès les premiers coups de feu et se sont enfuis. Et donc c'est sans vivres et avec très peu de munitions que les Français pénètrent dans cette hacienda qui va être le théâtre principal de cet exploit héroïque. Alors que les légionnaires sont en train de se barricader un peu partout, les Mexicains parviennent à pénétrer dans le rez-de-chaussée, donc ça interdit les accès à l'étage pour les Français qui vont pour l'instant
rester dans la cour. Ils sont totalement encerclés. Évidemment, les Mexicains sont largement supérieurs en nombre, mais outre l'avantage du nombre, ils ont également des armes américaines à répétition avec une longue portée qui font des ravages. À 10 h du matin, les légionnaires français souffrent extrêmement de faim et de soif. Ils n'ont rien mangé depuis la veille. Ils souffrent également de la chaleur. À ce moment-là, un officier mexicain vient proposer aux Français de se rendre et le capitaine d'Anjou répond « Nous avons des cartouches et nous ne nous rendrons pas ». Et ensuite, il fait jurer à ses hommes de lutter jusqu'au bout. Le but, évidemment, c'est de retarder l'échéance et de permettre au convoi français d'atteindre Puebla. Mais pour ça, il va falloir de nombreux sacrifices et beaucoup d'héroïsme. Les Mexicains sont quand même assez intimidés par cette bravoure, donc ils ne pensent pas tout de suite à lancer un assaut frontal. Ils se contentent de mettre le feu à l'hacienda. Et donc en plus de la faim, de la soif, de la chaleur, de la fatigue, les Français vont devoir également lutter avec la fumée des incendies. À la mi-journée, le capitaine d'Anjou est frappé en plein cœur. C'est donc le sous-lieutenant Jean Villain qui prend la relève alors que les Mexicains gagnent du terrain et occupent désormais tout le bâtiment. Mais vers 14 h, c'est au tour de Jean Villain de tomber, frappé lui en plein front, et c'est donc le sous-lieutenant Clément Maudet qui va prendre le commandement à son tour. Les Français luttent jusqu'au bout, résistent malgré toutes les contraintes qu'on a citées. À 17 h, il ne reste plus que 12 hommes en état de combattre. Là, le colonel mexicain, il se dit, il y a un problème, il rassemble ses hommes, et il leur explique de quelle honte ils vont se couvrir s'ils ne parviennent pas à venir à bout de cette petite poignée de Français. Quand même, les mecs. Les Français qui n'ont quasiment plus de munitions, à bout de fatigue, se replient dans le hangar, et là, ils vont tenir une longueur encore. Ils vont affronter les troupes mexicaines toujours sans boire, toujours accablés par la chaleur, toujours étouffés par la fumée des incendies et accablés de fatigue. En fin d'après-midi, il ne reste que 8 hommes en état de combattre. Et malgré tout, malgré le fait qu'il n'y a plus de munitions, qu'on n'est plus que 8, les Français décident de décharger leurs fusils et de charger à la baïonnette dans une ultime charge héroïque. Après cette charge, un officier mexicain d'origine française va les sommer une dernière fois de se rendre, et là, les Français n'ont plus trop le choix. Donc, l'un de leurs hommes, Men, va répondre, et là, je vous cite, « Nous nous rendrons si vous nous faites la promesse la plus formelle de relever et de soigner notre sous-lieutenant et tous nos camarades atteints comme lui de blessures. Si vous nous promettez de nous laisser notre fourniment et nos armes, enfin, nous nous rendrons si vous vous engagez à dire à qui voudra l'entendre que jusqu'au bout, nous avons fait notre devoir. » Ce à quoi l'officier mexicain répond, « On ne refuse rien à des hommes comme vous. » Et d'ailleurs, lorsque les rescapés français vont être présentés au colonel Milan, le Mexicain, eh bien, il va s'écrier « Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. » Non, monsieur, ce sont des Français. Enfin, c'est la Légion étrangère, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Lorsque les renforts français vont arriver sur les lieux, évidemment, il reste plus personne, il reste plus rien, il reste que des corps calcinés, des ruines, des cadavres. On va même retrouver quelques kilomètres plus loin le tambour de la compagnie qui s'appelle Casimir Lai, il est d'origine italienne. Il va être retrouvé par un éclaireur de la colonne de secours. Alors lui, il a été laissé pour mort sur le champ de bataille. On l'a jeté dans une fosse commune, on l'a abandonné là. Il a quand même trouvé la force de remonter et puis de parcourir plusieurs kilomètres cachés dans les broussailles, en rampant. Et c'est grâce à lui, justement, qu'on a pu faire les premiers récits, les premiers comptes rendus de cette bataille et qu'on a autant d'informations aujourd'hui. Le bilan de cette bataille de Cameron, la moitié de la compagnie a été tuée et la très large majorité blessée. Il restait que 8 hommes à la fin. Et du côté mexicain, plus de 300 hommes ont été mis hors de combat. Alors c'est pour vous dire l'incroyable travail qu'ils ont fait ces gaillards-là. Comme ça avait été promis par les Mexicains et s'y étaient engagés, eh bien les blessés français vont être transportés dans des hôpitaux où ils vont être soignés. Les Français prisonniers qui ont pu conserver leurs armes vont être échangés 3 mois plus tard contre des prisonniers mexicains. Le premier échange, c'est 8 légionnaires français échangés contre 200 Mexicains. C'est ça, les cours de la bourse de la valeur, c'est comme ça. Mais est-ce que cette mission, qui est une défaite héroïque, cette bataille, mais est-ce qu'elle a été menée en vain? Eh bien non, puisque le but c'était de protéger le convoi, de lui permettre d'atteindre Puebla. Eh bien ce convoi est parvenu sans encombre à Puebla, grâce aux hommes de Cameron. Mais bon, après, la suite de l'expédition du Mexique, c'est quand même moins glorieux. Oui, les Français ont pris Puebla, on a créé un simulacre d'Assemblée nationale, on a octroyé la couronne et l'Empire du Mexique à Ferdinand Maximilien, mais à partir d'avril 1866, Napoléon III
doit rapatrier le corps expéditionnaire français en catastrophe, puisque Ferdinand Maximilien a été pris et fusillé par les royalistes le 19 juin 1867. Cette expédition est un fiasco, et d'ailleurs là aussi, à chaque fois que vous entendez parler d'une guerre ou d'une expédition de Napoléon III, on peut toujours placer le mot fiasco quelque part. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah, je troll, mais c'est gentil. Donc, c'est un fiasco, mais de ce fiasco est née la légende bien réelle de Cam Ranh, qui est venu un peu sauver l'honneur et relever le niveau. Dès le 4 octobre 1863, le nom Cam Ranh est inscrit sur le drapeau du régiment étranger. Et sachez aussi que les noms de Jean d'Anjou, Jean Villain et de Clément Maudet, les 3 officiers qui accompagnaient cette compagnie, ont été gravés sur les murs des Invalides. Donc quand même à côté de là où repose le patron, c'est pas rien. Sur place, à Cam Ranh, au Mexique, un monument a été érigé. Oui c'est bien, j'ai bien fait la liaison. Et sur ce monument est inscrit, je vous cite, « Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée, sa masse les écrasa, la vie plutôt que le courage, abandonna ses soldats français à Cam Ranh le 30 avril 1863. » Aujourd'hui, dans la Légion étrangère, l'expression « faire Cam Ranh » est toujours utilisée. Je suppose que maintenant vous savez ce que ça veut dire et chaque 30 avril, chaque année, les héros de ce combat sont honorés dans tous les régiments et dans toutes les amicales de la Légion. Merci de votre attention. J'espère que l'épisode vous a intéressé, vous a plu et que vous aurez une petite pensée pour ces héros, histoire, le temps d'un instant, de leur rendre hommage. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté. À bientôt.